Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Andréane Dufour-Bouchard. Elle nous parle de la grossophobie. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. La mauvaise foi existe-t-elle? Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, choisir le bon partenaire de vie. Bienvenue chez nous. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. Je suis maintenant accompagné de mon invité, Andréane Dufour-Bouchard. Bonjour Andréane, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Vous êtes nutritionniste et chef de projet et porte-parole d'Équilibre. On va parler d'un sujet qu'on ne parle pas tant que ça, c'est la grossophobie. Vous avez une campagne régulièrement, là, vous faites des campagnes au niveau pour dénoncer un peu ça, ou pour surtout informer, je pense, la population. Mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez de la mission d'Équilibre. Qu'est-ce que c'est l'organisation Équilibre? Équilibre, on est un organisme à but non lucratif. Ça fait depuis 1991 là, qu'on existe. Ce qui est au cœur de notre mission, c'est l'image corporelle. Donc, on veut vraiment amener les gens à développer une image corporelle positive et on veut aussi agir sur l'environnement qui nous entoure pour faire en sorte que l'environnement valorise davantage la diversité corporelle et soit plus inclusif. Oui, et longtemps, il y a eu des problématiques, je pense, au niveau du poids. Là. C'est pas d'hier, je pense, de toutes les époques, même si on remonte à plusieurs siècles avant, je pense que ça a toujours été un peu un enjeu. Des fois, c'était bien vu, peut-être, d'être un peu enrobé, puis on se disait, les gens les plus fortunés, souvent, étaient plus enrobés parce qu'il y avait le moyen de manger, ces choses-là. Mais avec les récentes décennies, je pense qu'il y a plus eu des traumatismes et plus des problèmes au niveau du poids. Comment on pourrait définir la grossophobie, en fait? Mais en fait, c'est toutes les attitudes, les comportements, les pensées qu'on peut avoir qui stigmatisent, qui vont discriminer les personnes grosses. Donc, ça peut être autant des insultes très directes là, et très méchantes, mais ça peut aussi être plein de petites choses vraiment banales qui sont faites sans mauvaise intention, mais qui peuvent aussi être classées comme de la grossophobie. Donc, des fois, quand on félicite quelqu'un qui a perdu du poids, on dit hey, « bravo, tu as perdu du poids, tu as fait des efforts, maintenant tu es moins gros ou moins grosse », ben c'est comme si ça sous-entend qu'avant ça, la personne était pas correcte, était paresseuse, ou il y a beaucoup de préjugés souvent derrière ces croyances-là. Des fois, quand on dit à quelqu'un « ah oui, mais t'es grosse, mais t'es belle », ben c'est comme si ça sous-entend que être gros, c'est incompatible avec la beauté. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, des fois, qu'on peut faire ou dire qui ne veulent pas malveillantes, mais qui peuvent blesser. Puis, il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit, comme par exemple, des fois, quand on n'est pas une personne qui est grosse, on ne réalise pas nécessairement parce que c'est pas notre réalité, mais si on va au cinéma, par exemple, au restaurant, dans une salle de spectacle, ben les chaises, quand il y a des accoudoirs, par exemple, ben souvent, les personnes qui sont plus grosses ne sont pas confortables là-dedans. Quand on va s'acheter des vêtements, ben souvent, les vêtements pour les personnes grosses sont pas toujours disponibles dans tous les modèles de vêtements, ou des fois, il y a une section au fond du magasin. Il y a toutes sortes de choses comme ça aussi dont on prend pas conscience nécessairement, mais qui sont dans notre environnement et qui sont aussi de la grossophobie. On appelle ça des micro-agressions. Donc, c'est pas parce que c'est moins grave, mais c'est parce que c'est plus subtil et souvent, les gens s'en rendent pas compte. Donc, cette année, la campagne visait vraiment à faire prendre conscience de ça et le slogan, c'était « Parce qu'en prendre conscience, fait toute la différence ». Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'éveiller à des choses qu'on peut pas nécessairement concevoir quand c'est pas notre réalité. Mais une fois qu'on en prend conscience, ben là, on peut devenir des meilleurs alliés pour faire en sorte de diminuer tranquillement tous ces éléments-là grossophobes dans notre société. Est-ce qu'il y a des mots qu'on ne devrait pas utiliser? Est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait utiliser quand on parle de quelqu'un qui est un peu plus... qui a un poids différent peut-être de ce qu'on appelle le poids santé, là, mais encore, est-ce que ça existe vraiment? Ben non plus, j'aurais envie de répondre à ces deux questions-là. Si on va avec votre première question sur l'appellation, je trouve que déjà, de se poser cette question-là comme vous faites, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est un beau geste. Il faut comme se dire, bon là, est-ce que je fais la bonne chose? Puis des fois, c'est correct de ne pas le savoir. Donc, de poser la question, c'est super utile. Puis de se renseigner, c'est la première étape, je pense, aussi pour combattre la grossophobie. En fait, Équilibre, plusieurs personnes qui militent sur la question aussi de la grossophobie proposent de se réapproprier le terme gros comme un qualificatif descriptif neutre où on enlève la connotation négative, où on enlève les préjugés. Donc, d'utiliser le terme personne grosse, c'est ça qu'on recommande en général à l'échelle de la société. Mettons qu'on veut parler là, de, je sais pas, les nouvelles recommandations pour moins être grossophobe auprès des personnes grosses. On peut dire ça comme ça.
Mais par exemple, au niveau individuel, ben ça se peut qu'il y ait des gens des fois qui se sentent moins à l'aise d'utiliser ce terme-là, puis qui préfèrent des termes comme ronde, enrobée ou d'autres termes. Donc, ça peut être bien aussi de demander à la personne avec quel terme elle est le plus à l'aise. Si par exemple, vous faites une entrevue avec quelqu'un pour parler d'éléments en lien avec son poids, c'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas avoir à utiliser le poids comme étant un descriptif. On peut parler d'une personne de plein d'autres façons aussi. Donc, c'est variable. Il y a des termes qui sont moins recommandés comme les termes embonpoint, obésité. C'est beaucoup associé justement, ça m'amène à votre deuxième question, mais à l'indice de masse corporelle. Donc ça, c'est un ratio entre le poids et le poids et la taille. Et dans le fond, c'est beaucoup remis en question maintenant par la communauté scientifique parce qu'avant ça, chaque classe d'indice de masse corporelle était associée à un risque de développer des problèmes de santé. Donc c'est là qu'on avait le fameux poids santé, la catégorie d'embonpoint, d'obésité. Et c'est pas un bon indicateur au niveau individuel. Cette IMC-là, ça peut être intéressant, par exemple, quand on évalue le gain de poids dans les populations pendant des décennies ou qu'on veut comparer le poids de différents pays ou qu'on veut vraiment faire des comparaisons comme ça à une grande échelle ou à long terme. Mais c'est pas parce que quelqu'un est dans une certaine classe d'indice de masse corporelle qu'automatiquement il est en bonne ou en mauvaise santé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments autres que le poids qui influencent la santé. Et aussi l'indice de masse corporelle, ça ne tient pas compte nécessairement de la distribution de la graisse qui est plus risquée pour la santé quand c'est situé au niveau abdominal. Ça ne tient pas compte de la masse musculaire, de plein d'éléments. Donc, c'est pas une bonne méthode, dans le fond, pour évaluer la santé de quelqu'un. Les habitudes de vie, de façon très globale, c'est un meilleur indicateur, dans le fond, de l'état de santé. Donc, c'est pour ça aussi que les termes comme une personne en embonpoint ou en obésité, ben, c'est pas des termes qui sont si encouragés non plus parce que c'est comme si automatiquement, ça attribue un certain niveau de maladie à une personne alors qu'on connaît rien de toutes ses habitudes de vie. C'est vrai que le mot gros ou grosse, ça a toujours été vu très péjorativement. Là, c'est une insulte souvent, là, puis c'est souvent dit avec un peu de mépris. Là. Oui. Ben, il y a évidemment la façon dont on le dit aussi, puis je pense qu'il y a comme un travail, on n'est pas encore très sensibilisé ou habitué à utiliser ce terme-là, donc là, on navigue un petit peu dans ce qu'on connaît, ce qui est recommandé, donc je pense qu'à l'échelle de la population, les gens ne sont pas nécessairement encore très, très à l'aise de l'utiliser, mais au niveau des experts sur la question, ben, on recommande justement de commencer à plus l'utiliser, d'en parler davantage pour essayer justement de lui enlever cette connotation négative-là, puis bien sûr, ben, il y a la façon dont on dit ça, c'est certain. Oui. Équilibre, d'ailleurs, dont vous êtes, si vous êtes porte-parole et chef de projet, a commandé un sondage, puis il y a plusieurs statistiques importantes. Il y en a une qui a attiré mon attention. Là, on dit plus d'un Québécois sur deux, 53%, est témoin de ou victime de microagressions grossophobes. C'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup, puis ça veut dire qu'il y en a des fois peut-être encore plus qu'on pense. C'est bien documenté quand même qu'il y en a plein de grossophobie, par exemple à l'école. Le poids, c'est une des premières causes d'intimidation à l'école. Il y a des études qui montrent aussi que dans les milieux de travail, les personnes grosses, souvent, vont être moins embauchées, vont avoir moins de promotion, vont avoir un moins bon salaire. Dans la société aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui sont pensés pour les personnes minces, mais qui font pas sentir les personnes grosses incluses dans la société non plus. Au niveau médical aussi, des fois, les problèmes de poids sont attribués trop rapidement, les problèmes de santé sont attribués trop rapidement au poids, alors qu'il y a peut-être d'autres causes aussi, ou des fois, certains équipements médicaux ne sont pas adaptés aux morphologies des corps plus gros. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qui existent, puis justement, de le nommer, de se rendre compte que les gens sont témoins ou sont victimes, ben, ça permet de voir que c'est vraiment une problématique de laquelle il faut s'occuper, parce que la grossophobie, ça a des impacts très négatifs sur la santé aussi. Puis ça, des fois, on dirait qu'il y a beaucoup l'argument de la santé qui revient quand on parle de poids. Les gens disent oui, mais là, le poids, ça cause des problèmes de santé. Les personnes grosses doivent maigrir parce que c'est important pour leur santé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des associations entre le poids et la santé, ça, on nie pas ça du tout. Par contre, c'est pas toujours facile de perdre du poids et surtout de maintenir une perte de poids à long terme. La majorité des gens qui essayent de maigrir, encore plus chez les personnes grosses, ont déjà tenté de maigrir, ont pas réussi à maigrir. Puis souvent, il y a beaucoup de causes sur lesquelles on n'a pas le contrôle qui influencent notre poids, comme la génétique, qui peut avoir une grande part de responsabilité dans le poids, particulièrement chez les personnes grosses. La prise de certains médicaments qui peuvent être nécessaires pour notre santé, mais qui peuvent influencer notre poids, l'âge, le sexe. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. C'est sûr qu'on peut contrôler nos habitudes de vie, puis en améliorant nos habitudes de vie, on peut améliorer notre santé. Ça, c'est bon pour tout le monde d'ailleurs, peu importe le poids. Donc, des fois, le fait de trop réduire les problèmes de santé au poids, ben, ça cause aussi certaines discriminations. Donc, c'est important là vraiment de se rappeler que ce qu'on vise, c'est l'amélioration des habitudes de vie, peu importe le poids. Mais quand on essaye d'inciter les gens à maigrir ou qu'on génère de la honte ou de la culpabilité chez les personnes grosses par des propos grossophobes, ben, ce que ça fait, c'est que ça fait obstacle à toute l'amélioration des habitudes de vie.
la honte et tout ça, ça sera jamais un moteur de changement durable. Puis au contraire, ça peut amener les gens justement à suivre des régimes très drastiques, à abandonner l'activité physique de peur d'être jugé. Ça peut même générer au niveau physiologique un stress chronique qui peut faire en sorte qu'il va y avoir une sécrétion de cortisol qui va augmenter aussi la tension artérielle et générer d'autres maladies. Donc, il y a plein de facteurs comme ça qui nuisent à la santé physique. Au niveau de la santé mentale, bien évidemment, les personnes grosses peuvent se sentir invalidées, peuvent vivre de l'isolement, avoir une baisse d'estime de soi, de la dépression, des troubles alimentaires aussi. Puis même au niveau des soins de santé, ça peut faire en sorte des fois que les personnes grosses n'auront pas envie de se faire juger par rapport à leur poids. Ils vont être plus réticents peut-être à aller consulter pour certains problèmes de santé, ou peut-être que des fois, justement, au niveau des professionnels de la santé, l'attribution trop rapide du problème au poids qui va faire en sorte que certaines problématiques de santé ne seront pas diagnostiquées assez rapidement. Donc, la grossophobie, ça a vraiment des impacts très, très négatifs là, sur tous les plans de la santé. C'est important de s'en rendre compte. Donc, on n'aide personne en étant grossophobe, mais au contraire, en prenant conscience, en essayant d'être beaucoup plus ouvert, plus inclusif, puis plus respectueux de la diversité corporelle, ben c'est là qu'on va réussir à faire changer des choses parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est la minceur qui est très, très valorisée encore dans la société, c'est vraiment pas réaliste de penser que tout le monde peut correspondre à ce standard-là parce que la diversité corporelle, c'est juste normal, ça existe depuis toujours. C'est pas vrai qu'on va pouvoir tous avoir le même corps. Donc, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça à part devenir plus ouvert, montrer plus de diversité corporelle parce que plus on en voit, plus on voit que c'est normal, plus notre œil s'habitue aussi, plus on voit que c'est des personnes comme nous qui vivent leur vie, qui peuvent être bien dans leur peau parce que des fois, on a comme certains préjugés aussi. Donc, tout ça, c'est super important pour faire changer les choses aussi. Mais même à l'écran, dans les séries télé ou dans les films ou dans un peu partout les publicités, c'est important de voir des modèles de gens qui sont heureux, même s'ils sont un peu plus gros que ce qu'on pourrait entendre comme normal, là. Ben oui, absolument. Puis des personnes qui sont grosses, qui sont mises aussi en valeur dans des émissions, dans des situations aussi, parce que des fois, il y a aussi beaucoup de stéréotypes de personnes grosses. On en voit, mais là, ça va être la personne gloutonne dans l'émission ou la personne qui sera jamais dans le rôle des amoureux parce que ça va être juste l'ami parce que c'est la personne grosse. Donc, d'avoir vraiment juste des personnes grosses qui vivent leur vie, qui sont dans des séries, qui sont dans des émissions, mais qui sont pas dans des rôles stéréotypés, c'est super important. Puis même dans les médias aussi, la façon dont on représente le sujet du poids. Parce que des fois, quand il y a par exemple des nouvelles statistiques qui sortent sur l'obésité, si on cherche dans des banques photos connues, la plupart des photos vont être justement très stigmatisantes. On va voir des personnes grosses où on voit même pas leur tête, on voit juste leur abdomen, sont assis en train de manger devant la télévision. Donc tout ça, c'est super stéréotypé. Puis des fois, sans même s'en rendre compte, ben c'est ça, les options disponibles, on choisit ça, puis ça entretient encore une fois toutes sortes de stéréotypes et de préjugés. Donc, c'est important aussi de toutes sortes de façons de prendre conscience de ça, puis de penser à représenter. Tu sais, on le fait très bien, je trouve, avec la diversité culturelle maintenant. Ben, je pense que la même chose s'applique avec la diversité corporelle, puis on gagnerait à le faire encore plus systématiquement. Oui, j'imagine que les leçons de cloche, le feedback est bon, là. Vous avez fait quand même quelques campagnes déjà. J'imagine que ça porte fruit. Ben oui, absolument. Puis c'est sûr que le but, c'est vraiment, nous, on n'a pas un ton moralisateur, on ne veut pas accuser les gens parce que dans le fond, on vit dans une culture des diètes, dans une société qui valorise la minceur. Puis même si on s'en rend pas compte, c'est sûr qu'on a été influencé par certains préjugés qui sont véhiculés dans notre société. Donc l'idée, c'est vraiment juste de se dire, réfléchissons, informons-nous, déconstruisons nos croyances vraiment sans accuser les gens non plus parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart des commentaires grossophobes ou des petites situations qui se produisent, c'est pas fait de façon mal intentionnée, puis c'est beaucoup parce qu'on le sait pas, parce que quand c'est pas ça qu'on vit dans notre réalité, ben des fois c'est pas toujours facile de se mettre à la place des autres aussi. Donc vraiment de développer notre empathie collective par rapport à ce sujet-là. Ouais. Je dirais que la campagne de cette année est particulièrement appréciée aussi parce que justement, ça met de l'avant toutes sortes de situations comme ça du quotidien qu'une personne grosse peut vivre. Puis c'est fait vraiment de façon un peu humoristique, puis de façon vraiment très bienveillante. Puis le message, c'est vraiment ça, c'est pas votre réalité. Quand on en prend conscience, ben c'est là que ça peut faire la différence. Ouais. Donc, ça a été on a eu des commentaires très, très positifs. Oui. Excellent. En terminant, comment on peut en savoir plus tout au courant de l'année sur ce que vous faites et sur la campagne sur la grossophobie?
Bien, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, Groupe Équilibre. Là, on a beaucoup de contenu, justement, qui parle de grossophobie, mais qui parle aussi d'image corporelle, de relations positives avec le corps, la nourriture, l'activité physique. Et il y a notre site web équilibre.ca. On a beaucoup de contenu aussi d'informations, des billets de blog. On a un balado où est-ce qu'on aborde tous ces sujets-là aussi. Donc, tout ça, c'est disponible aussi sur notre site web. Excellent. Merci beaucoup, Andréane Dufour-Bouchard. Vous êtes nutritionniste et chef de projet et également porte-parole d'Équilibre. Merci d'avoir été à Folie Douce et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. On y va maintenant avec le segment Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, la question, en fait, la mauvaise foi existe-t-elle? Oui, bonne question à poser, je trouve. Alors, c'est une question qui me titille, qui titille peut-être beaucoup de gens, une question qui existe depuis longtemps, parce qu'on va voir au fil de l'article des citations célèbres que ça date depuis longtemps, cette notion de mauvaise foi. On dit souvent ça, il est de mauvaise foi, oui. Il est de mauvaise foi. Oui. Il doit y avoir une vérité là-dedans. Alors j'ai commencé par vérifier sur Internet la définition, et cette semaine, non pas sur Wikipédia, mais je suis allé sur le site L'Internaute, un site français, et sur le dictionnaire français qu'on retrouve sur ce site. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de la mauvaise foi? Tout d'abord, quel est le synonyme de mauvaise foi? On nous dit la mauvaise foi est une expression qui a une connotation péjorative. Il est possible d'utiliser différents synonymes qui possèdent une signification similaire. C'est notamment le cas de la fausseté, de la déloyauté, de la fourberie, de la malhonnêteté ou de la tromperie. Avec un degré de gravité plus important, on peut aussi évoquer la traîtrise ainsi que la perfidie. Comment appelle-t-on une personne de mauvaise foi? Eh bien, on nous dit une personne de mauvaise foi est un individu malhonnête, voire mal intentionné ou lâche. Son comportement se caractérise par un propos ou une interprétation qu'il sait parfaitement fausse ou sans justification valable. Une telle réaction est accentuée par la pleine conscience de se montrer déloyal ou trompeur envers un interlocuteur et du caractère fallacieux de ses dires. Il n'en demeure pas moins que la personne de mauvaise foi persiste, même contre un raisonnement logique. Maintenant, pourquoi une personne est-elle de mauvaise foi? Ce qu'on nous dit sur le dictionnaire français, c'est que de manière générale, une personne fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle souhaite obtenir un objet, un accord ou un assentiment au détriment de son interlocuteur. Pour ce dernier, la finalité de ce comportement est susceptible de lui porter préjudice. Par conséquent, une personne de mauvaise foi détourne la vérité ou la réalité d'une situation à son seul bénéfice. Dissimuler son intention constitue aussi un moyen de préserver les apparences ou son image sociale au regard d'autrui. La mauvaise foi est également la résultante d'une incapacité à communiquer et à négocier. Et finalement, comment répondre à une personne de mauvaise foi? Qu'elle soit consciente ou non, la mauvaise foi est un comportement toxique. Pour la personne victime de ce type de réaction, il est possible d'instaurer quelques parades. Il ne faut pas hésiter à se montrer ironique ou sarcastique. Il est toujours bon de rappeler les faits et de les situer dans leur contexte. Pour les individus de mauvaise foi les plus récalcitrants, il convient de reformuler sa demande et, si nécessaire, de justifier son point de vue avec des preuves matérielles et tangibles. Alors voilà ce qu'on nous dit sur le site L'Internaute dans la section du dictionnaire français. Maintenant, pour m'amuser un peu, je suis allé voir les citations célèbres portant sur la mauvaise foi. J'en ai fait beaucoup par le passé. Ouais, ça faisait longtemps que tu n'avais pas amené des citations. On s'en ennuyait un peu. Oui, je trouve ça toujours intéressant. Alors, je suis allé sur le site des citations célèbres, Le Parisien. C'est un site français. Alors, si on regarde l'ancien roi du Maroc, Hassan II,
qui est décédé en 1999 à l'âge de 70 ans. Il avait dit « Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. » C'est sage. Oui, il y a Friedrich Nietzsche, un artiste, écrivain et philosophe décédé en 1900. Il avait dit « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. » Ouais. Il y avait Francis Picabia, un peintre français décédé en 1953. Il avait dit « L'argent est le meilleur bouillon de culture où puissent pulluler la mauvaise foi, la muflerie et la prostitution. » Il y a Jean Rostand, un artiste, un biologiste et écrivain scientifique français décédé en 1977. Il avait dit « La stupidité, outrage, la vanité, la cruauté, l'iniquité, la mauvaise foi, le mensonge, nous ne voyons pas tout l'éventail quand il est tourné dans la même direction que nous. » Maintenant, il y a Alfred Capu, artiste, dramaturge, écrivain, journaliste et romancier, décédé en 1922. Il avait dit « L'escroquerie, c'est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise foi. » On va poursuivre, c'est intéressant. On va poursuivre plus tard à l'Espresso allongé. La mauvaise foi existe-t-elle? Merci Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin apporte sa chronique sur le sujet « Choisir le bon partenaire de vie ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la question « La mauvaise foi existe-t-elle » Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, ta chronique, toujours aussi intéressante, choisir le bon partenaire de vie. On prend des notes. On va en prendre. Attention, là, je ne vais pas donner de recette. Le ou la bon. C'est pas, oui. La bonne ou le bon partenaire de vie. Je ne donne pas de recette ici. On va faire des petits constats et on va aider peut-être à prendre des meilleures décisions. Mais quand on sait que la santé mentale et la santé physique se portent mieux si on choisit, si on est entouré de bonnes personnes, c'est important peut-être de s'y attarder. Bah, en effet, ça peut contribuer drôlement bien à partenaire notre santé mentale. Parce que souvent, c'est dans nos projets de vie d'avoir un partenaire de vie. Je ne parle pas pour tout le monde. Il y en a qui veulent être célibataires, c'est très bien pour eux. Mais souvent, l'idée d'avoir un partenaire de vie, c'est un projet quand même que les gens ont, peu importe leur âge. Oui, c'est sûr. Et comme tu dis, pour leur bien-être général ou pour... ils ne le font pas pour leur santé mentale, mais disons que c'est vraiment... Ça fait partie d'un des éléments du bonheur d'être bien entouré. C'est ça, c'est sûr. On va un peu prendre de temps pour se dire, mais dans le fond, quelles questions on peut se poser pour se dire qu'on va faire un bon choix? Oui. Encore faut-il que ne pas se précipiter, parce que s'il y a des gens qui croient au coup de foudre, par exemple, et qui vont se précipiter, là, ils ne se poseront plus les questions, ou ils se les poseront un peu trop tard, parce que quand on a accroché sur certaines choses, c'est difficile d'être objectif. Et c'est toujours difficile d'être objectif dans de tels cas. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais donner quelques critères objectifs. Sans décourager les jeunes, si je peux me permettre, c'est qu'on est de plus en plus sûr quelle sorte de partenaire on va avoir quand on est plus vieux. Fait que c'est ça que c'est un peu le drame, parce qu'on aimerait ça à 20 ans, avoir l'expérience qu'on a à 50 ans. C'est une bonne observation, parce que je pense qu'en effet, avec l'âge
et l'expérience, on sait exactement ce qu'on veut pas. C'est ça, on sait plus ce qu'on veut et ce qu'on veut pas en général, là, à moins qu'on fasse toujours les mêmes erreurs. Mais il y en a qui ont vraiment de la chance et qui font la bonne rencontre, mais je pense que peut-être qu'ils étaient prêts aussi, chacun, mais c'est quand même extrêmement rare c'est un peu à hasard, que chacun soit très prêt psychologiquement et à d'autres points de vue pour faire cette rencontre. Ça arrive et des gens restent toute leur vie ensemble. Et ça arrive que des personnes c'est quand même rare. Ils ont une chance inouïe parce qu'ils se sont rencontrés. C'est très rare, là. Mais il faut quand même on ne va pas décourager, là, des conditions assez folles pour que ça se maintienne, on va dire. Ouais. Et donc, on va voir maintenant un petit peu que on a tous, chacun, toi et moi, et tout le monde, des modèles inconscients qui vont nous faire accrocher à une personne. Donc, si on prend un exemple d'un rendez-vous suite à une application mobile, n'est-ce pas qu'on ne nomme pas, on va avoir, malgré nous, un schéma en tête et on va tout de suite voir des choses, observer des éléments, on va se dire « Oh non, qu'est-ce que je fais là, je devrais partir. Non, ça me rappelle mon père ou ça me rappelle un horrible oncle. » On a ce qu'on appelle des drapeaux rouges, les red flags. Voilà. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui boit trop tout de suite ou des choses comme ça. Mais ici, je parle de caractère et ça peut être physique aussi. Tout de suite bloqué sur quelque chose de physique, bon, évidemment, mais il y a de l'inconscient aussi. Donc, on doit savoir, en allant à un rendez-vous, qu'on a un modèle inconscient qui va nous envoyer des signaux. C'est pas toujours très positif pour le bon choix, parce que cette personne, elle se comporte de cette manière-là, mais ce n'est pas votre père, ou ce n'est pas votre oncle, ou ce n'est pas Dieu sait qui. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'on va à un rendez-vous, mais qu'on a avec un modèle et on a tout un historique conscient et inconscient, d'accord ? Donc, se laisser très libre quand on va à un rendez-vous. Et si c'est pas un rendez-vous qu'on rencontre les gens comme ça petit à petit, c'est encore mieux dans le fond parce que on n'avait pas dans l'idée, tiens, est-ce que cette personne nous convient ou pas ? Parce que ça, c'est déjà se mettre beaucoup de pression. Ouais, c'est ça. Et quand c'est un rendez-vous arrangé, entre guillemets, là, qui est prévu, là, une fameuse date, qu'on dit en français. Ça. Là. Oui, effectivement, c'est quelque chose que peut-être c'est toujours un petit peu plus délicat. C'est délicat et peut-être qu'on passe à côté de personnes parce que c'est fait comme ça la vie maintenant et que c'est plus difficile de rencontrer du monde en dehors. Mais donc, on veut avoir aussi... une dernière chose sur ce modèle inconscient, c'est parce qu'on ne veut pas retomber dans un schéma d'échec. Si on a reproduit les mêmes choses, ici je caricature un peu en disant par exemple de tomber sur des hommes un petit peu contrôlants ou des femmes contrôlantes, et donc on ne veut pas reproduire ça. On se dit ouais mais j'ai pas eu de chance, etc. Donc soyons conscients quand même de ces schémas. Surtout ce qu'on pour veut ne pas les répéter. C'est ça, c'est important. Ce qu'on veut pas, je pense qu'il faut jamais oublier ce qu'on veut pas. Là. Voilà. Ce qu'on veut, peut-être qu'on va être appelé à découvrir quelque chose de nouveau qu'on veut, mais au moins ce qu'on veut pas, ça, il faut que ça soit clair. Là, parce que ça nuit à notre santé mentale et physique. Là. Oui. Donc on va tranquillement à notre petit rendez-vous, etc. Et puis ne pas tout de suite, évidemment, via ces applications, s'attendre à un coup de foudre. Ça peut arriver, hein, certains. On en connaît qui se sont mariés, etc. Et pour qui ça marche. Mais il faut sentir quelqu'un avec qui vous avez une bonne connexion. Et il y a des gens qui font confiance en la vie. Je veux dire... on parle des sites de rencontres, mais je veux dire, il y a la vie, là, milieu du travail, milieu des activités, milieu des loisirs, amis d'amis. Dans la rue. La vie, des fois, fait les choses. Il y a des surprises. Oui, on ne va pas parler que d'applications, c'est certain. C'est ça. Alors, si vous commencez une relation, il faut sentir que l'amour va croissant, que l'amour prend des formes. Qu'il y a des étincelles, si vous voulez, au début, c'est très important, et il peut y en avoir après aussi, mais je veux dire que vous sentez que c'est un amour profond et que l'autre personne est là pour vous soutenir. Vous devez vraiment sentir ça dans l'autre. Ça, ce sont déjà des indices que cette personne pourrait être un bon partenaire pour vous. Alors, vous pouvez continuer à explorer en vous disant... vous allez avoir des conversations multiples, etc. Est-ce qu'on partage des valeurs fondamentales communes? Parce que ça, si les valeurs fondamentales vraiment ne sont pas communes, ça va être extrêmement difficile. C'est sûr. Donc, quand on parle de valeurs fondamentales communes, on parle d'une certaine opinion
politique, bien que là, qu'il peut évidemment y avoir des nuances, de religion, de style de vie, quelqu'un d'hyper-sédentaire ou quelqu'un qui... Ou un mode de vie. Tu sais, un mode de vie, tout à est fait. plus citadin, l'autre est plus campagnard, on peut pas... Et on peut se poser des questions. Ça ne veut pas dire du tout que ça ne va pas totalement pas marcher, mais il faut se dire, tiens, à long terme, est-ce qu'on va dans la même direction il faut avoir de quand projet même de vie? Beaucoup d'atomes crochus, là, je pense, de base. Point de vue familial aussi. Ouais. Si vous avez quelqu'un totalement à gauche et puis que l'autre est d'extrême droite, je ne crois pas que ça va marcher longtemps, ne fût-ce qu'au nombre de rendez-vous à ce moment-là. Et même sur la façon de voir la vie, c'est important, de quelqu'un qui... Comment on prend la vie? Qui n'a pas d'espoir, puis que l'autre personne a toujours... Tu sais, c'est bon, si les deux ont de l'espoir, il me semble que ça avance plus positivement. Mais là, il y a des choses très étonnantes avec des contraires qui s'attirent et où ça peut marcher. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin là-dedans parce que je ne connais pas trop ce mécanisme, mais je pense que c'est intéressant d'observer ça aussi. Bon, l'attitude du partenaire, ça va être quelqu'un qui va être là pour vous rassurer. Il ne va pas vous juger, il vous soutient, il croit en vous, il vous fait progresser, il vous soutient dans vos projets, même si ça ne sert pas ses intérêts. Vous voyez, vous avez dû faire un petit voyage d'études. Il va vous soutenir même si vous allez loin de lui pendant X semaines. Et tu disais l'autre fois, est-ce qu'on peut se réjouir du bonheur des autres? Il faut que la partenaire se réjouisse de votre bonheur. T'sais. Voilà. Fait que ça, c'est déjà un signe aussi que... Et vous met à l'aise avec le fait que vous deviez vivre votre propre vie et ce pourquoi votre projet de vie. Donc, vous devez avoir aussi confiance dans cette personne, vraiment avoir une confiance. Bon, certains parlent de fidélité, etc. C'est une question qu'on pourra aborder aussi. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait du respect mutuel. Vraiment très, très important, le respect mutuel. La sincérité envers l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Est-ce que vous vous amusez ensemble? Oui. Est-ce que vous avez du fun? C'est ça. Donc, vraiment, aller faire des activités ensemble. Est-ce que quand vous faites ces activités de rendez-vous, ou que vous êtes déjà installé en vie de couple et vous continuez à faire certaines activités... Est-ce que c'est une corvée ou est-ce que c'est une partie de plaisir? Voilà. Donc, il faut continuer quand même à avoir des activités... où vous avez du fun ensemble. Je ne dis pas que tous les deux doivent être bricoleurs. Non, s'il y en a un qui bricole et puis l'autre qui fait autre chose pendant ce temps-là, il n'y a pas de souci. L'un peut aimer le hard rock et puis de la musique classique. Quelqu'un brise les choses, l'autre les répare. Ça fait aussi, ça peut marcher. Ça fait une belle union. Ah oui, ça fait... Mais donc, il faut avoir du fun ensemble, être heureux d'avoir choisi cette relation et de vouloir grandir dans cette relation. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'humour. Et ça, c'est valable avec un meilleur ami, et avec nos parents, avec tout le monde. Il faut dans la vie avoir un minimum de sens de l'humour parce que dédramatiser les choses, ça vous fait tellement relativiser le monde. On dit qu'il y a un humour pour chaque métier, mais c'est une soupape. C'est un petit peu important d'avoir des blagues et des blagues de couple qui vous font rire parce que vous savez comment l'un est et vous pouvez rire l'un de l'autre. Ça dédramatise des situations des fois, puis ça vient comme chacun ses défauts, et puis en avant, faisons des blagues. Un peu des fois, parce que c'est ça, s'il n'y a pas d'humour, on la vie peut va exagérer être la situation. Oui, exactement. C'est ça, si quelqu'un ne cuisine pas très bien, etc., rions-en, là, tu sais, si le fond du plat est chaque fois carbonisé, c'est bon, écoute, il faut prévoir un peu plus dans la casserole pour qu'il y ait quelque chose de mangeable, c'est tout. Mais donc, il faut rire de soi, il faut rire en couple. Et puis aussi, évidemment, le facteur famille. Bon, est-ce que vous avez des projets pour faire fonder une famille? Il faut quand même se parler avant. Et tiens, 1 enfant, 2 enfants, c'est des choses importantes. C'est pas juste, tiens, on va s'entendre là-dessus parce que... Quelqu'un en veut 4, puis l'autre en veut pas. C'est pas pareil. Et dans la pratique, ça peut causer des problèmes. Et puis, ce qui est important, c'est de voir aussi, est-ce que la personne est en bon terme avec sa famille, ses amis, ses meilleurs amis? Comment il se comporte avec sa famille et ses meilleurs amis? Est-ce que c'est la même personne que vous connaissez? C'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelqu'un de fâché avec ses parents?
et pourquoi, et comment il réagit à tout ça. Est-ce qu'il veut progresser dans cette situation? C'est peut-être pour ça que... Donc ça, c'est vraiment assez indicateur Ouais. du comportement de la personne. C'est peut-être pour ça que ça prend un certain âge, une certaine expérience avant d'avoir... Il y a quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à regarder. Hein, puis, on remarque certaines choses on remarque beaucoup plus plus que vite. certaines choses. On remarque certaines choses. Donc, pour vous dire qu'ici, c'est sûr que faire un choix pour un bon partenaire de vie qui nous convienne, c'est extrêmement complexe, ok? Parce qu'il n'y a pas que du rationnel, il faut que l'émotionnel soit là. Parce que si on va choisir quelqu'un qui coche toutes les cases, pardon, et pas qu'il les cache, qui coche les cases, eh bien, peut-être qu'il n'y aura aucune émotion quand même. Donc, c'est important de se respecter. Ça sera parfait sur papier, mais il n'y aura pas ce petit voilà, cette étincelle. Et donc là, il faut être patient, il faut se donner une chance pour une prochaine fois. Il faut faire un chemin qui peut être long, mais c'est un chemin pour faire un bon choix que vous ne regretterez pas. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir et y aller aussi avec votre ressenti lors de la rencontre et pas avec votre liste de courses. Non, merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique. C'est intéressant. On aura des références, comme d'habitude, par rapport à ce sujet-là, donc sur notre site antenne.qc.ca dans la section Mentionné à Folie douce. Merci, Catherine, et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre. La mauvaise foi existe-t-elle? Oui, alors d'après bien des gens, ça existe encore et ça existe depuis longtemps. Tantôt, j'étais dans ma liste là, de citations célèbres, les grands personnages de l'histoire qui se sont prononcés là-dessus. Et oui, j'étais sur le site Le Parisien, les citations célèbres. Et j'étais rendu à une citation de Michel E. Bernier, qui était qui est encore vivante aujourd'hui. Excusez-moi, elle est actrice. Si elle nous écoute, on s'en excuse. Oui, on s'en excuse. Madame Bernier. Oui, elle est actrice, artiste et comique, née en 1956. Elle avait dit « La mauvaise foi, c'est prêter à Dieu de mauvaises intentions. » Il y a Jean-Michel Ribes, ou Ribes, je m'excuse, je ne sais même pas comment prononcer. Il est encore avec nous, il est né en 1946. C'est un acteur, artiste, cinéaste, dramaturge, metteur en scène. Et autre chose, il avait dit « L'existence de la mauvaise foi prouve que la foi n'est pas une croyance forcément bonne. » Et il avait rajouté « C'est rassurant. » Il y a Jules Renard, artiste et écrivain que j'ai déjà cité par le passé, décédé en 1910. Il avait dit en escrime, la mauvaise foi disparaît dès qu'on a l'avantage. Ouais. Surtout en escrime. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Ouais. Il y a un monsieur du nom de Benjamin Constant. Il est décédé en 1830. C'était un artiste, écrivain et homme politique. Il avait dit « Il n'y a point d'unité complète dans l'homme et presque jamais personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi. » Il y a Coluche, un artiste comique contemporain. Le regretté Coluche. Le regretté Coluche, décédé en 1986. Oui, tragiquement. Oui, tragiquement à l'âge de seulement 42 ans. Il avait dit à la blague, il y a un homme qui dit à l'autre, « Tu sais, la France a gagné 5-0 hier. » L'autre répond, « Mais ils n'ont pas joué. » Et l'autre répond, « C'est pas grave. Quand on est supporter, on est de mauvaise foi. » C'est bon. Il était fin, Coluche. Oui, je pense que tout le monde l'aimait. Oh, oui. Oui. Il y a Philippe Bouvard, un animateur télé contemporain et journaliste français qu'on connaît bien ici au Québec. Et il avait déjà dit, on appelle mauvaise foi les convictions d'autrui qu'on ne partage pas. Maintenant, sur un autre site, c'est le site d'Icocitation. Alors, sur ce site, ça s'appelle 20 citations sur de mauvaise foi, proverbes, phrases et pensées. Il y avait M. Jacques Prévert, poète et scénariste français. Il avait dit « Qu'est-ce que cela peut faire que je lutte
pour la mauvaise cause, puisque je suis de bonne foi. Et qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi, puisque c'est pour la bonne cause? Vu de même. C'est difficile à contredire. Il peut justifier un peu de tous les côtés. Oui. Il y a Jean-Marie Gouriot, qui est né en 1956. Il est toujours parmi nous. Il était né à Nérac. C'est un auteur et scénariste français. Il avait dit « Il faut être de mauvaise foi pour confondre l'érotisme et la pornographie. Une petite culotte ressemble pas à un gros slip. » Je suis pas sûr de la comprendre. Il est drôle. Il y avait le personnage qui s'appelait Solon, qui était homme d'État et législateur et poète né à Athènes vers 640 avant Jésus-Christ et mort sur l'île de Chypre vers 558 avant Jésus-Christ. Il avait dit « La maison la plus heureuse est celle qui ne doit pas ses richesses à l'injustice, qui ne les conserve pas par la mauvaise foi et à qui ses dépenses ne causent pas de repentir. » Il y a le fameux Mahatma Gandhi qui avait dit « La non-violence complète est absence complète de mauvaise foi envers tout ce qui vit. La non-violence sous sa forme active est bonne volonté pour tout ce qui vit. Elle est amour parfait. » C'est pas étonnant que cet homme-là ait été pour la paix. Il y a Claude Lévi-Strauss, qui était né le 28 novembre 1908 à Bruxelles et décédé le 30 octobre 2009 à Paris, dans le 16e arrondissement. C'était un anthropologue et ethnologue français. Il avait dit « Il faut beaucoup de naïveté ou de mauvaise foi pour penser que les hommes choisissent leurs croyances indépendamment de leurs conditions. » Il y avait Nestor Roqueplan, qui était journaliste, écrivain, directeur d'opéra et de théâtre français, décédé en 1870 à Paris. Il avait dit « La mauvaise foi est l'âme de la discussion ». Il y a Simone de Beauvoir, qui était née le 9 janvier 1908 dans le 6e arrondissement de Paris et décédée en 1986. Elle avait dit « On ne peut que rêver dans les crépuscules de la mauvaise foi sur la réalité positive du mystère. » Ouais, c'est songé quand même. Tu sais, je vais la répéter parce que... vas-y donc. Hein. On écoute. Il y a de la substance là-dedans. Elle avait dit « On ne peut que rêver dans les crépuscules de la mauvaise foi sur la réalité positive du mystère. » Et finalement, il y avait Patrick Deville, un écrivain français né le 14 décembre 1957 à Paimboeuf. Il avait dit « Dans le monde des savants, il y a peut-être plus de jalousie, de mauvaise foi et de déception que partout ailleurs. » Ben, merci, c'est des belles paroles, des sages paroles. Merci pour ce sujet. Donc, la mauvaise foi existe-t-elle? Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Ben, bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ta question. La mauvaise foi existe-t-elle que tu as abordée à l'Espresso et Espresso allongé? Oui, ça a l'air malheureusement qu'elle existe et pour longtemps. Tu étais de bonne foi quand tu as fait ta chronique. Je te le jure. C'est ça, parfait. Merci pour ça. Notre invité en début d'épisode était Andréanne Dufour-Bouchard. Elle nous a parlé de la grossophobie. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Sa chronique « Choisir le bon partenaire de vie ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.